Police secours, j'écoute. Un sans-abri marchait dans un bois. Il cherchait des canettes pour les revendre dans un magasin où on peut les échanger contre de l'argent. Et il a trouvé un corps. L'homme est torse nu et face contre terre. Il portait un short kaki et il était torse nu. Le corps avait déjà commencé à se décomposer. Heureusement, le cadavre était là depuis moins de 24 heures. Il ne présentait pas de blessures par balle. Il avait des marques sur le torse et autour du cou. Ces marques nous indiquaient qu'il avait été tué ailleurs, puis déplacé. Il avait des bleus dans le dos, mais on n'avait aucune indication, aucune certitude quant à la source de ces bleus. Le plus dur pour un enquêteur, c'est d'avoir un corps sans savoir comment il est arrivé là, quelle est la cause de la mort et de qui il s'agit. Qu'est-ce qu'il y a sur la scène de crime? C'est par là qu'il faut commencer. C'était un endroit isolé. Il fallait vouloir s'y rendre. Mais il était clair qu'une voiture avait emprunté cette route de campagne. La personne savait comment se débarrasser du corps ou avait été renseignée sur comment se débarrasser du corps. Les enquêteurs envoient le corps à un médecin légiste pour une autopsie. Les policiers épluchent les dossiers des personnes disparues. Ils comparent les informations aux caractéristiques physiques de la victime, afin de savoir s'il y a eu un signalement qui correspondrait à cette personne. Et un nom ressort immédiatement. Le frère de Sami Safar a signalé sa disparition la veille au soir, le vendredi. Seri Safar a commencé ses recherches à la banque où Sami allait tous les vendredis. Seri a trouvé la voiture de Sami garée en face de la banque. Et il a appelé la police. Plusieurs choses lui ont paru bizarres. Les vitres étaient à moitié baissées, la clé était dans le contact et dans la console centrale, il y avait beaucoup de liquide qu'on voyait facilement de l'extérieur. Lorsque la police arrive, elle trouve 1 700 $ dans la voiture. Pourquoi a-t-on laissé 1 700 $ dans la voiture? A-t-on affaire à un vol, une vengeance ou un piège? C'est la question à laquelle il faut répondre. Quelqu'un a signalé la disparition de Sami Safar et ils viennent de retrouver son véhicule. Donc, les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Les enquêteurs trouvent une correspondance entre les empreintes de la victime et celles de Sami Safar. Maintenant, la grande question est, qui a tué Sami Safar? Ils apprennent que Sami Safar, 33 ans, est arrivé de Syrie il y a plus de 10 ans. Quand Sami arrive aux États-Unis, il ouvre d'abord une supérette, puis 2 autres. Il avait une très bonne réputation dans son quartier. Il était sympathique, sa famille aussi. Il vivait le rêve américain. Il faisait crédit à ses clients fidèles. Et il donnait des jouets aux enfants défavorisés. Les gens l'aimaient bien. Un des services qu'il proposait était d'encaisser des chèques. Par conséquent, il avait souvent beaucoup d'espèces. Il lui fallait beaucoup de liquide pour pouvoir encaisser la paie des gens qui travaillaient sur les quais. C'est pour ça que sa supérette avait besoin de liquide. Il retirait environ 50 000 $ tous les vendredis. On s'intéresse souvent aux habitudes et aux comportements.
Quelqu'un a observé ses allées et venues. Qui pouvait savoir que Sami allait à la banque tous les vendredis pour retirer 50 000 $? Ils n'ont pas agressé un client au hasard, parce qu'alors ils n'auraient peut-être eu que 50 $ de quelqu'un qui venait d'encaisser un chèque d'anniversaire. Il est facile de croire que n'importe quelle personne qui faisait encaisser des chèques, fréquentait le magasin et connaissait Sami, pouvait être au fait de ses habitudes. Donc, à ce moment-là, les suspects sont très nombreux dans la mort de Sami Safar. Les enquêteurs interrogent les employés de la banque qui leur disent que le jour de sa mort, Sami a retiré ses 50 000 $ habituels, qu'il est sorti et qu'il a pris sa voiture. C'est là qu'on a retrouvé son véhicule. Il était tourné par là, face à la banque. Les vitres étaient à moitié baissées, l'argent débordait de la console centrale et les clés étaient dans le contact. Ils pensaient que d'autres gens voleraient le véhicule. Exactement. C'était le but. Ils ont laissé la voiture là, dans l'espoir que quelqu'un d'autre la vole. Et le voleur serait alors suspecté du meurtre. Ils ont voulu tendre un piège. Quelqu'un passerait, verrait les 1 700 $ et volerait la voiture. Ça éloignerait les enquêteurs de la piste du vrai suspect. Mais le problème, c'est que personne n'a pris l'argent. Le piège a été tendu, mais personne n'est tombé dedans. Les enquêteurs interrogent ensuite les employés de Sami, y compris son neveu, Hussan Tahan, le manager d'une des supérettes. Ces révélations les laissent sans voix. Hussan s'est fait voler 50 000 $ 6 semaines avant Sami, devant la même banque. Il se souvenait très bien de cette journée. Un homme armé lui a dit « Donne-moi ton fric ». Ça ne s'oublie pas. Ça me laisse penser que quelqu'un de la famille, quelqu'un lié à l'entreprise ou qui travaille à la banque, sait ce qui se passe. Quand je lui ai demandé ce que ça lui faisait que son oncle se soit fait assassiner, il était tellement bouleversé qu'il ne pouvait rien dire. Il m'a demandé de ne plus en parler. Il avait peur. Le neveu de la victime a aussi été agressé, mais il a survécu. La victime, elle, a été conduite dans un autre endroit et tuée. Pourquoi la victime serait-elle sortie de sa voiture? Et pourquoi l'emmener ailleurs pour la tuer? Qui serait bien placé pour faire ça? Sami Safar a immigré aux États-Unis avec sa famille pour fuir la violence de son enfance. Sami Safar était en Syrie au moment de la guerre civile. Damas se faisait bombarder. Les terroristes prenaient alors les civils pour cible. Les gens mouraient dans la rue. C'est à ce moment-là que Sami Safar a décidé de quitter son pays natal. Il est arrivé aux États-Unis en 1986, en quête d'une vie meilleure. C'était un homme d'affaires. Sa famille était tout pour lui. Il était très loyal envers elle et elle était très loyale envers lui. Mais après la disparition de Sami, sa famille a commencé à ne plus se sentir en sécurité. Ses proches ont tout de suite su que quelque chose n'allait pas. Cet homme faisait son travail et essayait de subvenir aux besoins de sa famille. Tout ce qu'il a fait, c'est aller à la banque pour encaisser des chèques et pouvoir faire tourner ses magasins. Dans une affaire comme celle-ci, les personnes qui vous en apprennent le plus sur la victime sont les membres de la famille rapprochée. Il est tout à fait naturel d'interroger la femme de la victime. La femme peut vous fournir de nombreuses informations que personne d'autre ne peut fournir. Sa femme dit qu'elle l'a vu le soir précédant sa disparition. Elle a essayé de l'appeler, mais il ne répondait pas et il n'était dans aucun des magasins.
Elle n'avait pas l'air très affectée. Quand on annonce à une femme que son mari s'est fait assassiner et qu'elle n'est pas triste, c'est un indice. Il peut y avoir plusieurs explications, mais l'une d'entre elles, c'est l'argent. Il faut alors prendre sa pelle et creuser un peu plus du côté de leur mariage. La police a interrogé les collègues de sa femme. D'après ce qu'on a appris, il semble que leur relation était surtout pratique, pour que Sami puisse travailler aux États-Unis et avoir la nationalité. Mais aucune preuve n'accuse la femme de Sami. Alors que les enquêteurs cherchent un suspect, le frère de Sami, Seri, les appelle pour leur parler du permis de conduire de Sami. Les enquêteurs ont retrouvé son portefeuille dans la voiture, mais pas son permis. Seri demande aux policiers si le permis de Sami est dans son portefeuille. Il insiste pour savoir si le permis est là ou pas. Et ce qui pousse Seri à poser cette question, c'est que le permis de Sami n'est pas dans le véhicule que la police a retrouvé. Sami ne se serait pas arrêté après avoir récupéré l'argent, à moins qu'un policier le lui ait demandé. Qui vous demande votre permis? Un policier. Seri pense alors que la police est impliquée. Le frère a une bonne idée. La seule personne qui peut demander à voir votre permis, c'est un policier. Ça a du sens. Mais ce n'est pas une voie que les enquêteurs ont envie d'emprunter. Seri n'est pas le seul à soupçonner la police. Le neveu de Sami, Hussan, suspecte un policier qui est aussi agent de sécurité à la banque et qui était présent quand il s'est fait agresser. Hussan retire les 50 000 $ et va pour sortir de la banque. Arik Sinclair est agent de sécurité dans cette banque et il l'escorte jusqu'à son véhicule. Mais il se passe quelque chose et Sinclair se sépare d'Hussan, le laissant ainsi seul sur le parking. Hussan va à sa voiture. Quelqu'un menace Hussan avec une arme sur le parking de la banque. Hussan jette l'argent et court dans la banque. Il raconte tout à Arik Sinclair. Mais le temps que l'agent sorte, l'argent et le voleur ont disparu. L'agent Sinclair appelle le service de régulation et les informe qu'il y a eu un vol à main armée devant la banque. Il donne la description du véhicule et sa direction. Oui. Il monte dans son véhicule. Et essaie de retrouver le voleur. Mais malheureusement, il n'y parvient pas. Le travail d'Arik Sinclair était d'accompagner Hussan Tahan, qui était en possession de 50 000 $ jusqu'à sa voiture, pour que ce genre d'incident ne se produise pas. Lorsque Sami Safar est assassiné, 6 semaines plus tard, Arik Sinclair est de nouveau en poste à la banque. Mais Sinclair dit aux enquêteurs qu'il a accompagné Sami jusqu'à sa voiture et qu'il l'a vu s'éloigner. Les autres employés confirment. Les témoins l'ont vu sortir avec la victime, puis revenir. Donc, on ne peut rien lui reprocher. Mais il ne faut pas oublier cet élément, parce qu'il pourrait bien refaire surface plus tard. On s'intéresse aux faits du dossier. Même famille, même banque, 50 000 $ tous les vendredis. Le neveu est agressé sur le parking et le dernier endroit où Sami a été vu vivant, c'est à la banque. Dans l'esprit de la famille, le seul dénominateur commun, c'est Arik Sinclair. Et elle le soupçonne fortement. Leurs accusations ne plaisent pas à la police. Ils ont du mal à croire que leur collègue ait pu faire une chose pareille.
C'est pas facile à croire pour des policiers qu'un autre policier puisse potentiellement être impliqué dans un vol à main armée en plein jour. Dave et moi, on était sur le terrain tous les jours. On avait du mal à croire à la culpabilité d'un policier. Un officier de police protège ses frères et ses sœurs. Il protège la société. Mais ici, les enquêteurs font face à un angle mort. Les enquêteurs essaient d'envisager d'autres théories et se concentrent sur le neveu de Sami, Hussan Tahan. Un des enquêteurs a remis en question la crédibilité du récit d'Hussan. Ça ne collait pas avec ce qu'il pensait qu'il avait pu se passer. Ils imaginent qu'Hussan a essayé de voler Sami et qu'il a mis en scène sa propre agression. Les gens feraient n'importe quoi pour 50 000 $. Des trucs vraiment bêtes. Mais aucune preuve ne relie Hussan ou un autre suspect à la mort de Sami. Et l'autopsie n'aide pas. L'autopsie n'a pas déterminé la cause du décès. L'homicide a été qualifié d'homicide de nature inconnue. On avait épuisé toutes nos pistes et les deux affaires ont été classées. Malheureusement, c'est assez courant, surtout avec les affaires d'homicide. Hélas, on a des meurtres non résolus tout le temps à Jacksonville. C'est stressant pour les policiers. La famille passe son temps à appeler et ils n'ont rien à leur dire. On sait que les affaires d'homicide ne sont pas systématiquement résolues. Mais on attend toujours que quelqu'un nous fournisse l'information qui permettra de relancer l'enquête. Et ici, c'est exactement ce qui s'est passé. 1 an après le meurtre de Sami Safar, les enquêteurs n'ont toujours aucune idée de qui l'a tué. Mais une avancée dans une affaire de drogue pourrait bien les aider à changer le cours de l'enquête. Toute ma carrière, je l'ai passée aux stupéfiants. On courait après des dealers de drogue. Tous les jours, je me demandais si j'allais rentrer vivant. L'agent Dave Bisplingoff enquête pour faire tomber 2 des dealers les plus dangereux de la ville, Abdul Robinson, dit Blue, et Derek Smith, dit Smiley. Ce sont de loin les 2 dealers les plus célèbres de l'histoire de Jacksonville. Personne ne veut témoigner contre eux à cause de leur réputation. Dave Bisplingoff, surnommé Blitz, a un plan. Il veut attraper les dealers en payant un témoin qui travaille comme informateur confidentiel. On vient de négocier pendant des semaines. Et enfin, le jour où le pot de vin doit être accepté arrive. Mais je reçois alors un appel d'un autre informateur qui ne devrait rien savoir de ce marché. Et il m'explique en détail ce qui doit se passer. On nous a balancés. On était grillés. Quelqu'un faisait fuiter des infos et cette personne pouvait bien être l'un des nôtres. Et l'informateur continue. Ces mots exacts sont « Cet enquêteur avec qui vous faites équipe tous les jours raconte tout au dealer. Faites attention, vous allez vous faire tuer. » Cet enquêteur est le coéquipier de Dave, Arik Sinclair, l'officier qui travaillait à la banque lorsque Sami Safar a été tué. La personne qui travaillait à la banque quand le neveu a été agressé et que l'oncle a disparu est aussi la personne qui fait fuiter des informations confidentielles. Est-ce une coïncidence ou un élément essentiel qui peut aider les enquêteurs? Mon coéquipier m'avait mis en danger. Je me sentais trahi. C'est comme si je m'étais pris un coup de massue. Je n'en revenais pas.
C'était blanc comme un linge. Oui, j'arrivais pas à y croire. Donner des informations à des dealers sans scrupules met tout le monde en danger. Donc, quand vous découvrez que c'est votre coéquipier qui divulgue ces informations, c'est la trahison ultime. Le lendemain matin, j'ai demandé à mon chef de ne plus faire équipe avec Arik Sinclair. Je suis allé à la DEA où j'ai fait équipe avec Richard True. Les enquêteurs demandent l'aide du procureur fédéral. J'enquêtais sur des officiers de police corrompus. Ils sont arrivés dans le bureau du procureur et ils ont présenté les informations dont ils disposaient. L'agent Bispinghoff soupçonnait Arik Sinclair. J'avais déjà croisé l'agent Sinclair. Au lycée, c'était un joueur de basketball hors pair. Il est allé à l'université grâce à une bourse sportive. C'était un type bien. Je pensais qu'il allait faire un super enquêteur. Plus le procureur en entend, plus il est convaincu que Bispinghoff et True tiennent quelque chose. On est allé voir le shérif de Jacksonville et on lui a dit « Il y a une taupe dans votre équipe ». Ce n'est pas agréable pour un shérif d'entendre qu'une agence fédérale vient enquêter sur son équipe. On sait qu'il y a au moins une fissure dans les fondations. C'est aux agents fédéraux de découvrir s'il y en a d'autres. Parce que si c'est le cas, la maison risque de s'écrouler. J'étais devant le palais de justice avec le shérif quand il m'a annoncé qu'il y aurait une enquête conjointe. Il y avait au moins un officier, sinon plus, qui faisait l'objet d'une enquête pour corruption. Et tout à coup, Jim Clind, le substitut du procureur, apporte son soutien au shérif. Ce n'est pas rien. En gros, ils disent « On vous prévient, on arrive. On va sonner l'alarme. Et si vous savez quelque chose, c'est le moment de parler. On ne veut pas avoir à venir à vous. On veut que ce soit vous qui veniez à nous. » Les enquêteurs n'ont pas d'autre choix que de faire sortir les criminels de leur trou. On faisait face à tout un bureau. Si jamais on se trompait, on pouvait dire au revoir à nos carrières. On n'avait pas le droit à l'erreur. On s'est demandé ce qu'on devait faire, comment on devait procéder, quelle technique d'investigation on pouvait utiliser. Pour en apprendre plus sur la fuite, Bispinghoff et True font appel à leurs informateurs. On nous présente alors Daryl Crowden, dit 3 grammes. Il sait tout ce qu'il y a à savoir sur Arik Sinclair. Sinclair a arrêté Crowden en 1997. Il était en possession de cocaïne et de marijuana. Sinclair a jeté la cocaïne et n'a inculpé Crowden que pour la marijuana. Sinclair jette la cocaïne pour se mettre cet informateur dans la poche. L'informateur a la pression, mais il croit que le policier le protège. C'est une manière classique pour un flic corrompu de garder les dealers dans la rue. Faire parler Crowden n'est pas facile. Les enquêteurs lui donnent rendez-vous dans un lieu tenu secret. On se serait cru dans un film. Une pièce sombre, un avocat qui fume un cigare sur le canapé avec son client, puis on a démarré. Crowden surprend les enquêteurs. Daryl Crowden commence à nous parler de l'agression d'Hussan Tahan, le neveu de Sami Safar. Il avoue être derrière cette agression qui a eu lieu le 15 mai. Et il nous informe que son frère, Jeff Reed, est celui qui a agressé Hussan. Il nous explique aussi le rôle qu'a joué l'agent Arik Sinclair dans ce vol à main armée. Crowden leur explique que Sinclair avait des informations grâce à son deuxième travail d'agent de sécurité à la banque.
Crowden nous dit que quand Hussan Tahan est arrivé, Arik Sinclair est sorti de la banque et a tapé sur le coffre de sa voiture. Il sait que les voleurs l'observent et il leur dit « c'est le véhicule de la victime ». Vous saurez que le propriétaire de cette voiture est l'homme qui va ressortir avec 50 000 $. Hussan sort de la banque avec les 50 000 $. Il pense qu'Arik Sinclair est avec lui, mais quand il se retourne, Arik n'est plus là. Ensuite, Jeff Reed s'approche de lui en le braquant avec son arme et Hussan jette l'argent dans sa voiture par la vitre ouverte. Crowden leur dit qu'après l'agression, Sinclair a entravé l'enquête. Sinclair a signalé de faux véhicules, de faux suspects et donné de fausses directions. On a établi qu'Arik Sinclair était en contact avec chacune de ces personnes. Grâce au relevé téléphonique, on peut suivre le déroulement de l'agression. On voit qu'ils se sont appelés au moment où, selon Crowden, ils organisaient le vol. C'est la première fois que les enquêteurs relient Sinclair à d'autres crimes que celui de faire fuiter des informations. Et ils ne sont pas au bout de leur peine. On est passé d'une enquête sur un trafic de drogue à une enquête sur une fuite, puis sur un vol à main armée. Sinclair baignait dans les trois. J'étais persuadé que le vol et le meurtre de Sami Safar étaient liés et que le lien était Sinclair. Je ne crois pas aux coïncidences. Vous avez deux agents des stupes qui enquêtent maintenant sur un homicide. Arik Sinclair travaille aussi à la banque pour organiser des vols. Mais l'un de ces vols a tourné au meurtre, sous la responsabilité de Sinclair. L'enquête prend une autre ampleur. Mais tout le monde n'est pas convaincu. Certains magistrats du bureau du procureur n'arrivaient pas à croire qu'ils pouvaient être impliqués dans un tel crime. Les enquêteurs demandent à Daryl Crowden de porter un micro. On a envoyé Crowden rendre visite à Sinclair, dans l'espoir que Sinclair dise des choses compromettantes. Crowden a pris un air paniqué et lui a dit « Je pense qu'on est grillé ». Sinclair lui a répondu « Si tu te tais et que moi aussi, tout ira bien ». Ça veut tout dire. S'il dit ça à un informateur, c'est qu'ils n'en sont ni à leur premier, ni à leur dernier coup. La police veut savoir dans quelles autres affaires il est impliqué. Les enquêteurs sont persuadés qu'Arik Sinclair est lié à l'agression de Sami Safar et à celle de son neveu. Mais ils savent que quand Sami a été tué, Arik était dans la banque. Il doit donc avoir des complices. Daryl Crowden nous dit alors qu'un autre policier est impliqué, Carl Walden. C'était un très bon agent, un fonceur. Pour moi, son travail était efficace et combatif. Les enquêteurs veulent savoir si Carl Walden est en effet corrompu. Pour le découvrir, Jim Clind le convoque devant un jury. Convoquer un grand jury est un outil formidable de la justice. Pourquoi? Parce que tout le monde témoigne sous serment et doit dire la vérité. On peut creuser là où on veut creuser et poser les questions qu'on veut poser. Carl Walden s'est présenté devant le grand jury le 16 février. On avait préparé une pile de photos. J'y ai glissé une photo de Sami Safar. Je lui ai demandé s'il reconnaissait l'homme sur la photo. Non, je ne l'ai jamais vu. Mais le lendemain, Walden commet une erreur. Je lui demande si la victime du 3 juillet était une femme ou un homme. Il dit « un homme ». Comment vous le savez? Vous m'avez montré sa photo hier. Je lui demande alors de me montrer la photo de la victime.
et il me montre Sami Safar. J'étais sûr de ne pas lui avoir révélé l'identité des personnes sur les photos. Le procureur fédéral comprend que Walden a menti. À ce moment-là, il le coupe, car il ne veut pas qu'il essaie de brouiller les pistes, parce qu'il sait qu'on l'a pris la main dans le sac. Après son témoignage, je lui ai dit, « Vous venez d'avouer. Vous avez identifié la victime et son véhicule. » Il m'a dit, « Prouvez-le. » Je lui ai répondu, « C'est ce qu'on va faire. » Dans le cadre de l'enquête, la police s'intéresse à d'autres agents suspectés de crimes, afin de voir s'il y a un lien. On tombe sur un policier du bureau du shérif, Reginald Bones. Il est impliqué dans une toute autre affaire, une affaire de fraude. Mais son nom commence à tourner, et il est proche de ces agents que l'on sait désormais être corrompus. Reginald Bones a été interrogé dans le bureau du procureur fédéral et à aucun moment il n'a mentionné Carl Walden ou qui que ce soit qui soit relié à notre enquête. On essaie de le faire craquer pour qu'il nous donne les informations qu'il avait sur ces policiers, mais il tient bon. Il a décidé qu'il ne parlerait pas. Donc on clôt l'interrogatoire. Mais alors qu'on sort de la salle, Bones m'arrête. À la fin de l'interrogatoire, Reginald nous dit « Si vous voulez en savoir plus sur Carl Walden, allez voir Kenny McLaughlin. » Donc je retourne tout de suite à mon bureau et je fais des recherches sur Kenny McLaughlin. Il est facile à trouver. Il est incarcéré dans le comté de Duval pour des vols de voitures. Kenny nous a parlé de vols, de carjacking, de kidnapping, dans lesquels il était impliqué. Les enquêteurs mentionnent Carl Walden. Il avait les larmes aux yeux. Je sentais qu'il se préparait à nous dire autre chose. Ça le rongeait de l'intérieur. Il ne mangeait plus, ne dormait plus. Il est sur le point de leur livrer Walden. Et ils n'ont plus qu'à regarder le château de cartes s'effondrer. Kenny a rencontré Carl à l'église. Kenny se droguait. Et l'évêque s'est dit que Carl Walden, qui était membre de cette paroisse en tant qu'agent de police, serait un bon mentor pour lui. L'évêque s'est confié à Carl Walden. Il lui a dit « Notre frère est en difficulté. Aide-le à retrouver une raison de vivre. » Tuer personne. Il voulait voler l'argent. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Carl Walden décide que les 50 000 $ valent plus que la vie de Sami Safar. Les enquêteurs ont trouvé quelqu'un qui dit être impliqué dans le meurtre de Sami Safar. Kenny McLaughlin. Kenny dit qu'il a vu Sami quitter la banque ce jour-là avec ses 50 000 $. Quand il voyait le véhicule, il devait appeler Carl Walden, qui était au bout de la rue, et Carl devait contrôler Sami. Carl Walden devait dire à Sami qu'il y avait un problème avec l'immigration et qu'il devait l'emmener au poste de police. Les 50 000 $ resteraient ainsi dans la voiture de Sami. McLaughlin s'approcherait du véhicule, forcerait la serrure et volerait l'argent. Mais Sami n'a pas laissé l'argent dans sa voiture. Il l'a pris avec lui. C'est là que Carl s'est énervé. Kenny dit aux enquêteurs que Carl s'est éloigné avec Sami. Il a dit « Il m'a vu, on doit le tuer ». Il s'arrête sur un parking. D'après Kenny, Sami était assis à l'arrière de la voiture, terrorisé.
Il a mis des coups de pied dans la vitre parce qu'à ce moment-là, il avait compris que c'était fini. Carl a ouvert la portière et Sammy a essayé de s'enfuir. Carl est allé chercher une petite corde dans sa voiture. Ensuite, il s'est introduit dans le véhicule, s'est mis au-dessus de Sammy et l'a étranglé avec la corde. Kenny McLaughlin a entendu Sammy Safar rendre son dernier souffle. Walden a dit « Ça y est, il est mort ». Puis il a demandé à McLaughlin de se débarrasser du corps. Ce qu'il dit paraît crédible. Mais comment s'en assurer? Pour avoir un dossier en béton, les enquêteurs doivent le conduire sur les lieux du crime pour qu'il leur montre comment ça s'est passé. On lui a demandé de nous emmener là où il s'était débarrassé du corps. C'est là qu'il nous a donné des directions. Il nous indique tous les virages à prendre depuis le centre-ville. On marche dans les bois et au bout d'une dizaine de mètres, il nous dit de nous arrêter. On a déjà vu les photos de la scène de crime. Je dis donc à Richard, c'est bon, on a ce qu'il nous faut. Kenny n'est pas le seul à aider les enquêteurs. On commençait à avoir un groupe de plusieurs témoins coopératifs et le 12 décembre 2000, le grand jury a ordonné la mise en examen d'Aric Sinclair et de Carl Walden pour 26 chefs d'accusation. Mais avant la mise en examen, Carl Walden démissionne de la police et déménage en Virginie. On est allé arrêter Carl. Quand on s'est approché de lui, il a dit « Je vous attendais ». Il a mis les mains dans le dos et on l'a menotté. Il n'a jamais déposé. Aric Sinclair leur est plus utile. Sinclair a accepté de coopérer, donc Walden s'est retrouvé seul. Tout le monde quitte le navire. Et qui leur sert de canot de sauvetage? Walden. Sinclair explique que Walden a entendu parler de l'agression du neveu de Sammy, Hussan, et qu'il lui en a parlé. Walden voulait sa part du gâteau, et Sinclair lui a dit « S'il y a 2 vols à main armés d'affilée devant la même banque, dans les mêmes circonstances, je vais être mis en cause. » Walden n'avait aucun scrupule. Il voulait les 50 000 $. Sinclair a dit à Walden « Le gérant d'une supérette vient souvent. Je vais te dire quel jour il vient, à quelle heure, combien d'argent il retire, mais je ne participerai pas. » Walden recrute ensuite Kenny McLaughlin pour l'assister. Mais une fois que Sammy voit le visage de Walden, le vol tourne au drame. Carl Walden a ouvert la portière arrière de la voiture, une corde à la main. C'est une corde qui est fournie aux membres des unités d'intervention pour qu'ils s'entraînent à faire des nœuds pour faire du rappel. À l'école de police, Carl Walden a appris à se défendre en faisant des prises d'étranglement. Ce n'est pas le premier flic corrompu. Mais ce qui est abject, c'est d'utiliser ce qu'on lui a appris en formation et l'équipement qui lui a été fourni pour commettre un meurtre. Walden a longtemps échappé à ses collègues, mais ils l'ont rattrapé. En 2002, plus de 4 ans après le meurtre de Sammy Safar, Carl Walden est jugé pour son meurtre. Dès que je voyais le frère de Sammy, Seri, au tribunal, je voyais bien qu'il n'avait pas envie d'être là. Il était là parce qu'il le devait à son frère. Tous les jours, il repartait en larmes. Il se dépêchait de rejoindre sa voiture. Il avait peur que ce qui était arrivé à son frère puisse arriver à n'importe qui. Ce qui est arrivé à M. Safar est terrible, choquant, honteux. Et ces mots sont assurément de doux euphémismes. Ce qui est arrivé à M. Safar
est un exemple classique de l'inhumanité des hommes les uns envers les autres. Un exemple criant de ce que certains êtres humains sont prêts à faire pour infliger de la souffrance, de la douleur à d'autres êtres humains. Walden est reconnu coupable et condamné à la perpétuité pour meurtre. Sinclair est reconnu coupable de complot en vue de commettre un meurtre et de vol. Il est condamné à 17 ans de détention criminelle. Ces hommes sont des voyous avec un insigne, des criminels organisés. Ils donnent un nouveau sens à l'expression « jouer aux gendarmes et aux voleurs ». Kenny McLaughlin est condamné à 20 ans de prison pour homicide. Kenny McLaughlin a résolu l'enquête du meurtre de Sammy Safar, car si sa conscience ne l'avait pas rattrapé, la police n'aurait pas retrouvé le coupable. Cet informateur a énormément aidé la police. Mais les enquêteurs ont subi une pression folle en enquêtant sur l'un des leurs pendant des années. Ils ont utilisé toutes les ressources possibles, y compris l'informateur, pour résoudre cette enquête. Ce sont eux, les héros de cette affaire. Les agents des forces de l'ordre ont suivi les preuves courageusement pour aboutir à un résultat que je considère juste. On a simplement fait notre travail. Être policier ne vous donne pas le droit de commettre un crime. Ça m'attriste qu'un agent commette un tel acte et fasse ainsi du tort aux autres policiers qui essaient de faire le bien. Ils ont ruiné leur carrière. Ils avaient tous un bel avenir, mais ils ont dépassé les bornes et ça le leur a coûté. Cette affaire est la plus importante affaire de corruption de l'histoire du bureau du shérif de Jacksonville. La justice n'a pas su protéger la famille Safar, mais j'espère qu'ils voient que le système en lui-même, au sens plus large, a travaillé pour eux. J'espère que ça leur apporte du réconfort. Depuis, la famille de Sammy a déménagé. Cette famille ne sera plus jamais la même. Je regrette que ça leur soit arrivé. Seri avait tellement peur et se sentait tellement en danger aux États-Unis qu'il est rentré en Syrie. Vous imaginez? Il est allé en Syrie pour être en sécurité. Je n'ai jamais travaillé sur une affaire pareille. Je n'oublierai jamais Sammy Safar et ce qu'on lui a fait. Jamais.